Imaginons un instant une machine biologique d'une demi-tonne. Un truc capable d'atteindre, disons, 60 km à l'heure et propulsé par des chevilles qui ont à peu près la même taille que le poignet d'un humain adulte. Ouais, dit comme ça, sur le papier, ça ressemble vraiment à une impossibilité physique. Complètement. C'est presque un miracle d'ingénierie naturelle, en fait. Mais la réalité, c'est que cette merveille biomécanique fonctionne très bien, jusqu'au moment où un seul millimètre de déséquilibre géométrique vient absolument tout faire dérailler. C'est fou. Mais cette description capture parfaitement l'essence de la biomécanique du cheval. C'est vraiment un système qui est poussé à la limite absolue de ce que les tissus organiques peuvent tolérer. Exactement. Et du coup, c'est précisément pour ça que notre analyse en profondeur d'aujourd'hui s'annonce fascinante. L'objectif, c'est de démystifier un concept médical fondamental, un terme technique qui peut sembler hyper intimidant au premier abord. Tu parles de l'éthiopathogénie, c'est ça, hein? Voilà, l'éthiopathogénie. Si on décortique un peu le mot, on a éthio pour la cause, patho pour la maladie et génie pour la création. Donc, en termes simples, on va explorer l'origine intime, le développement progressif et surtout le pourquoi absolu des maladies. C'est tout à fait ça. Et pour y parvenir, on a des sources aujourd'hui qui adoptent une approche super intéressante. Elles utilisent justement le cheval comme modèle vivant pour expliquer la pathologie de manière universelle. Et c'est hyper judicieux en fait. Les lois de la physique et de la biologie cellulaire qui détruisent l'articulation d'un pur sang de 500 kilos, ce sont exactement les mêmes qui agissent dans le corps humain. Sauf que l'échelle est amplifiée, j'imagine. Ouais, voilà. L'échelle est tellement massive que ça rend les choses beaucoup plus visibles pour nous. Bon, pour préparer tout ça, on a épluché des notes de cours de médecine vétérinaire qui étaient, honnêtement, incroyablement denses. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais que ceux qui nous écoutent se rassurent, on a appliqué la loi de Pareto, la fameuse règle des 80-20. L'idée, c'est pas du tout de réciter un manuel d'anatomie super chiant, mais vraiment d'extraire l'essence de cette mécanique. Et d'ailleurs, la source pose une formule universelle, implacable, dès le départ. C'est super clair. Ah oui, la formule de base. Toute maladie suit le même chemin en fait. Un tissu sain subit un facteur de stress externe ou interne. Ce stress provoque une altération métabolique au niveau de la cellule elle-même. Et cette altération aboutit à la maladie finale. C'est la pierre angulaire de toute notre réflexion d'aujourd'hui. La maladie, c'est jamais genre un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est un processus, une vraie cascade d'événements logiques. D'accord, décortiquons ça. Plongeons directement au cœur de cette cascade. Si on veut comprendre comment une structure s'effondre, la logique voudrait qu'on examine d'abord ses fondations architecturales, non? Absolument. Et c'est pour ça que les documents mettent un accent massif sur ce qu'ils appellent les défauts de conformation. En langage courant, c'est simplement la manière dont les os sont alignés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et un des exemples les plus frappants là-dedans, ça concerne les déviations angulaires, comme le varus ou le valgus. Pour qu'on puisse bien visualiser, c'est quand un individu a les genoux arqués vers l'extérieur ou à l'inverse qui rentre vers l'intérieur. Voilà. Dans une structure anatomique qui serait parfaite, le poids du corps descend à la verticale et se distribue de façon hyper uniforme sur toute la surface de l'articulation. Ce qui est logique, oui. Mais dès qu'on a une déviation angulaire, la biomécanique normale est corrompue. L'asymétrie va concentrer une pression extrême sur un seul petit côté de l'articulation. Genre sur le carpe du cheval. La source le mentionne spécifiquement. Exactement. Le carpe, qui est en gros l'équivalent de notre poignet, est particulièrement vulnérable à ça. Attends, je veux juste qu'on s'arrête là-dessus un instant. Je comprends bien que la pression asymétrique use l'articulation. C'est un peu comme le frottement physique d'une charnière de porte qui serait tordue. C'est une bonne analogie. Mais la source parle carrément d'un changement métabolique de la cellule. Et ça, j'avoue, ça me fascine. Comment une simple pression physique peut modifier la biologie interne d'une cellule? Enfin, comment la cellule, elle sait qu'elle est écrasée? Ah, ça c'est une excellente question. Ce qui est fascinant ici, c'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. La mécano quoi? Mécanotransduction. En gros, les cellules qui fabriquent et entretiennent le cartilage, on les appelle les chondrocytes. Et ces cellules, c'est pas juste des briques inertes, tu vois, Elles sont actives. très actives. Elles ont des petits capteurs mécaniques à leur surface. Donc, quand un côté de l'articulation subit une pression asymétrique constante, la membrane de ces chondrocytes est physiquement déformée. Elle est étirée. Ok, je vois l'image. Et cette déformation, ça ouvre littéralement des canaux ioniques dans la cellule. La cellule perçoit ce signal physique comme un immense signal de détresse. Donc en gros, la cellule panique sous le poids. C'est exactement ça. Elle panique. Et en réponse,
Au lieu de produire des belles protéines pour construire un cartilage sain, le chondrocyte modifie tout son métabolisme. Il fait quoi à la place? Il commence à sécréter des enzymes destructrices, des métalloprotéinases pour être précis. Et ces enzymes rongent et dégradent le cartilage de l'intérieur. Purée. Donc la force physique invisible s'est transformée en destruction chimique pure et simple. C'est ahurissant de réaliser que la gravité dicte le comportement chimique de nos cellules. Ouais. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas au cartilage. L'os qui est situé juste en dessous, l'os sous-chondral, c'est lui qui encaisse le choc une fois que le cartilage s'affine. Et comment il réagit, cet os? C'est une réaction de survie à court terme, mais qui est totalement désastreuse à long terme. Il subit une sclérose. En fait, il se densifie massivement pour essayer de supporter cette pression anormale. Ça a l'air d'être une bonne chose pourtant. Un os plus dense, non? En fait, non, parce qu'en devenant trop dense, il perd sa porosité naturelle. Et son élasticité aussi. Il devient dur comme de l'ivoire. Ah mince. Donc il perd son rôle d'amortisseur. Exactement. Il devient beaucoup plus cassant, l'amorti disparaît totalement et ça mène tout droit à l'ostéoarthrite qui est irréversible. D'accord, l'impact de la pression de travers, c'est hyper clair. Mais il y a un autre exemple dans la source qui me laisse un peu perplexe. Vas-y, dis-moi. Ça parle des quertillas largas. En français, ça se traduit par des pâturons excessivement longs. Le pâturon, pour situer, c'est l'os juste au-dessus du sabot. Oui, c'est bien ça. Et la note affirme qu'un pâturon long entraîne des ruptures de tendons. Et là, j'avoue, ça n'a pas de sens pour moi. Un os plus long au niveau de la cheville, ça devrait pas agir comme un meilleur amortisseur, non? Je vois ce que tu veux dire. Ouais, un peu comme, tu sais, ces lames en carbone hyper flexibles que portent les athlètes paralympiques pour avoir plus de ressort. La logique semble bonne, c'est vrai. Mais elle oublie une règle fondamentale de la physique. C'est le principe du levier d'Archimède. Ah, le fameux effet de levier. Voilà. En allongeant cet os spécifique, on modifie dramatiquement l'angle anatomique de repos et de mouvement. Un pâturon long, ça crée un bras de levier beaucoup plus important. Et en physique, plus le bras de levier est long, plus la force exercée sur le point d'appui est multipliée de façon exponentielle. Et dans ce cas, le point d'appui, ce sont les tissus mous à l'arrière de la jambe. les tendons et les ligaments. Oui, le tendon fléchisseur numérique profond et le ligament suspenseur du boulet. Imagine ce ligament comme un câble de suspension colossal. Ou un élastique géant. Exactement. Un élastique censé soutenir la cheville à chaque impact. Avec un pâturant trop long, cet élastique subit un surétirement chronique massif. Ouch. La tension mécanique dépasse le seuil d'élasticité du tissu. Ça crée des micro-déchirures, une inflammation silencieuse et puis, inévitablement, la rupture complète. C'est l'analogie parfaite du mauvais parallélisme d'une voiture. Si les roues sont mal alignées, la voiture roule, elle a l'air de bien fonctionner, Oui, au début, on ne voit rien. mais les pneus s'usent de manière asymétrique, kilomètre après kilomètre, jusqu'au jour où, paf, un pneu éclate sur l'autoroute sans crier gare, alors que le désastre était en préparation depuis des mois. C'est exactement ça, un travail de destruction silencieux. Mais ça soulève une question cruciale. Est-ce que le simple fait de se tenir mal au repos, sans même faire de sport, ça suffit à enclencher ce suicide cellulaire dont on parlait tout à l'heure? Eh bien oui, et c'est vraiment la partie la plus insidieuse de l'éthiopathogénie. La gravité ne prend jamais de pause. Jamais de vacances pour la gravité. C'est ça. Même immobile, un animal d'une demi-tonne avec un défaut d'aplomb maintient une pression constante sur ses chondrocytes. Le repos dans une mauvaise posture, c'est un processus actif de destruction. Donc le sport ne fait qu'aggraver les choses. Le mouvement athlétique va juste accélérer drastiquement une maladie qui avait de toute façon déjà commencé silencieusement dans le pré. Bon, on a bien établi que si la structure supérieure ressemble à la tour de Pise, les fondations finissent par s'effondrer. C'est inévitable. Mais inversons un peu le scénario. Que se passe-t-il si la jambe est un modèle de perfection géométrique? Genre bien droite, des angles parfaits, mais que le problème vient du contact direct avec le sol. Ah! Si on relie ça au contexte global, on passe de l'architecture générale à l'interface critique avec le monde extérieur. Les sources consacrent une grosse analyse aux altérations podologiques, donc aux défauts du sabot lui-même. C'est logique, parce que tout l'édifice repose sur une seule et unique structure interne, la troisième phalange. Elle est suspendue à l'intérieur de la boîte cornée du sabot. Et son rôle est si important que ça? Crucial, l'équilibre tridimensionnel de cette phalange dicte l'efficacité de tout le système d'amortissement du corps. Et on sait que le rôle de cet amortissement est colossal. Quand un animal court, l'énergie cinétique générée par l'impact du sabot sur le sol, c'est massif.
très massif. Et si le sabot est déséquilibré, disons dévié vers l'intérieur ou l'extérieur à cause d'un mauvais parage, il peut plus s'écarter naturellement pour absorber l'onde de choc. Mais l'énergie, elle disparaît pas par magie. En physique fondamentale, l'énergie se volatilise jamais. Elle doit bien trouver un chemin. Exactement. Si l'onde de choc n'est pas dissipée par la déformation élastique du sabot, cette force destructrice va remonter le long de la colonne osseuse. Elle cherche la voie de la moindre résistance. C'est ça. Ce qui veut dire que le problème ne reste pas dans le pied. Il remonte. Oui, cette énergie non absorbée modifie brutalement la pression à l'intérieur des articulations supérieures. Elle vient littéralement fouetter les tendons et les ligaments qui sont beaucoup plus hauts dans la jambe. Donc ça déclenche des inflammations sur des tissus qui pourtant n'ont aucun défaut de fabrication à la base. C'est fascinant ce concept. Le coupable est en bas, mais la victime crie en haut. C'est une super façon de le formuler. D'ailleurs, la note illustre ça avec un exemple frappant qu'ils appellent la condition topino, le pied-bot en gros, ou le sabot vertical. Oui, le topino. En gros, le sabot pousse de manière si abrupte que l'animal se retrouve presque sur la pointe des pieds. Ça crée un angle anormalement vertical pour sa troisième phalange. Et c'est quoi le mécanisme de destruction ici ? C'est un vrai cas d'école de focalisation des forces. Avec un angle normal, la phalange glisse et distribue la charge comme un patin. D'accord. Mais avec la condition topino, cet angle hypervertical transforme l'os en un marteau qui frappe directement sur une enclume. Aïe. Ça crée un point focal de compression microscopique. T'as des centaines de kilos de pression qui s'accumulent sur quelques malheureux millimètres carrés de cartilage. Le résultat direct, ça doit être un écrasement total, non ? Absolument. La friction anormale et le stress de compression détruisent les cellules de cette zone à une vitesse effarante. Ça mène à des maladies articulaires dégénératives très, très rapides. Et à l'inverse de ce marteau, on a le problème des talons excessivement bas. C'est l'autre extrême, oui. Si l'arrière du pied s'effondre, c'est toute la mécanique arrière de la jambe qui est tirée vers le bas. Et ça aggrave l'extension des tendons fléchisseurs postérieurs. Exactement. Ça multiplie la tension mécanique à chaque pas jusqu'à la déchirure. Pour rendre ça vraiment visuel pour l'auditoire, imaginons un humain qui court un semi-marathon. Ok, j'essaye d'imaginer. À son pied gauche, il porte une chaussure à talons aiguilles très fin et très rigide, pour simuler l'impact focalisé du topino. Et à son pied droit, il porte une chaussure dont on aurait complètement arraché la semelle au niveau du talon. Oh là là. Du coup, ça oblige son mollet et son tendon d'Achille à s'étirer douloureusement à chaque foulée. Dans les deux cas, le coureur finira aux urgences avec les genoux détruits ou les tendons d'Achille rompus. C'est une évidence. Et pourtant, s'il passe une IRM de son genou, le médecin verra aucun problème structurel initial au genou lui-même. Et c'est une excellente illustration de la chaîne de causalité implacable des maladies. La pathologie ne respecte aucune frontière anatomique. Une éthiopathogénie complète doit toujours remonter à la source mécanique originelle. Même si elle se trouve à 1 mètre de distance du site de la douleur. Exactement. Donc on a vu que la géométrie des os et l'équilibre du pied dictent le destin de l'articulation. Si on s'arrête là, on pourrait croire qu'un individu parfait anatomiquement est invulnérable. Ce serait beau, mais non. Non, parce que le corps évolue dans le temps et il interagit avec l'effort. Ce qui nous mène à notre dernier grand axe d'analyse. L'impact des facteurs physiologiques externes et le paradoxe ahurissant du mouvement. C'est là que l'équation se complique sérieusement. Parce qu'on introduit la notion de métabolisme tissulaire face au stress mécanique. C'est vraiment une course constante entre la destruction induite par l'effort et la capacité du corps à réparer ses dommages. Avant le prochain effort, c'est ça. Voilà. Et le document met en lumière un problème majeur, c'est l'exercice précoce. Il détaille les dégâts de l'entraînement intensif sur des sujets de 1 an et demi à 2 ans. C'est une période critique. Mais je dois admettre que j'ai du mal à comprendre ça. Pourquoi un jeune animal serait plus fragile ? Biologiquement parlant, les jeunes enfants courent, tombent, sautent partout à longueur de journée sans se briser en 1000 morceaux. C'est vrai. On dit toujours que les os des jeunes sont plus souples et résilients, non ? C'est une confusion hyper fréquente. Il y a une différence énorme entre la souplesse naturelle du jeune âge et la capacité à encaisser des charges biomécaniques extrêmes, de niveau athlétique. Ah, la charge fait toute la différence. Oui, ça s'explique par la loi de Wolff, qui est un principe fondamental en orthopédie. Cette loi stipule que l'os se remodèle et se renforce spécifiquement en réponse aux contraintes physiques qu'il subit. Donc l'os, c'est pas du béton figé ? Pas du tout, c'est un chantier permanent. Ça détruit et ça reconstruit au niveau cellulaire en permanence. Mais du coup, le sport devrait renforcer cet os jeune, pas le détruire, non ? En théorie, oui, si on lui laisse le temps.
Mais chez un sujet en pleine croissance, donc de moins de 2 ans, les tissus comme le cartilage, l'os sous-chondral ou le périoste, la membrane externe de l'os, ils sont profondément immatures. Ils sont pas finis, quoi. C'est ça, leurs capacités de minéralisation sont pas terminées. Donc, quand on impose soudainement des forces extrêmes d'entraînement, la destruction mécanique dépasse de très loin la vitesse de reconstruction du chantier cellulaire. Le tissu s'effondre avant de pouvoir s'adapter. Exactement. Et c'est là que les microfractures apparaissent. Des microfractures qui sont souvent invisibles à la radiographie classique d'ailleurs. Celle qui enclenche une inflammation massive de la surface de l'os. Oui, la fameuse périostite, ce qu'on appelle souvent les cagneiras sur les champs de course. Et en plus, le cartilage immature, comme il n'a pas la densité moléculaire nécessaire pour supporter la charge, il s'écrase de façon permanente. Ce qui ouvre la porte à une ostéoarthrite précoce et fulgurante. Le tissu est tout simplement condamné avant même d'avoir atteint l'âge adulte. C'est tragique. L'excès de contraintes sur un tissu non préparé, c'est fatal. Donc la solution évidente, ce serait le repos absolu, non? On pourrait penser ça, oui. On enferme l'individu, on limite ses mouvements, on pose des attelles pour protéger les articulations. Mais pourtant, les notes de cours affirment que la dégénérescence par immobilisation est tout aussi dévastatrice. Et c'est vrai. Mais comment le repos peut détruire une articulation? C'est totalement contre-intuitif. C'est sans doute le mécanisme biologique le plus fascinant qu'on aborde aujourd'hui. Cela soulève une question importante, et pour la comprendre, il faut réaliser une chose étonnante. Le cartilage articulaire sain est totalement avasculaire. Avasculaire? Il ne possède absolument aucun vaisseau sanguin pour le nourrir. Zéro. Attends, pas de sang? Mais dans tout organisme biologique, le sang, c'est l'unique moyen d'apporter l'oxygène et les nutriments aux cellules. Comment ce tissu peut survivre sans irrigation sanguine? Il survit grâce à une merveille de l'évolution qu'on appelle l'effet d'éponge. Le cartilage baigne dans le liquide synovial. C'est une substance un peu épaisse, semblable à de l'huile de moteur de haute qualité. Ok, le lubrifiant de l'articulation. C'est ça. Ça remplit la capsule articulaire. Les cellules du cartilage se nourrissent exclusivement par diffusion à partir de ce liquide. Mais attention, cette diffusion, elle n'est pas passive, hein. Elle nécessite une action mécanique? Exactement, d'où l'effet d'éponge. En fait, le cartilage est composé de molécules massives qu'on appelle les protéoglycanes et les glycosaminoglycanes, ou GHG. Les GAG, d'accord. Imagine ces molécules comme des milliers de minuscules ressorts avides d'eau. Quand un individu marche ou court, le poids écrase le cartilage. Cette compression physique expulse l'eau chargée de toxines et de déchets cellulaires hors du tissu. Comme quand on presse une éponge de cuisine sale, en fait. Exactement la même chose. Et lorsque la charge est relâchée, quand le pied se lève, L'éponge se décompresse. oui, elle se décompresse violemment et elle aspire le liquide synovial frais, riche en nutriments et en oxygène, profondément à l'intérieur du tissu. Oh, waouh! Donc ce cycle alternatif de compression et de relâchement, c'est le seul cœur qui pompe la nourriture vers les chondrocytes. C'est le seul moyen, oui. C'est une révélation brutale, ça. Ça veut dire que si on immobilise une articulation avec une attelle, ou si on confine un animal dans un espace trop restreint pour se déplacer, l'éponge reste immobile. Et sans ce cycle de pompage mécanique, la nutrition s'arrête net. L'irrigation sanguine des tissus environnants finit par s'atrophier par manque de sollicitation. Et à l'intérieur du cartilage, De affamé, la production de ces fameux GAGS et protéoglycanes s'effondre. Le cartilage perd sa capacité à retenir l'eau. Il s'assèche, se fissure et dégénère simplement par privation de nourriture. L'immobilité affame littéralement l'articulation jusqu'à la nécrose. et si on ajoute à ça le facteur inexorable du temps, parce que les sources mentionnent que l'ostéoarthrite chronique, c'est aussi le fruit du vieillissement naturel, non? Bien sûr. Avec les années, les usines cellulaires ralentissent de toute façon. La qualité de ce précieux liquide synovial diminue, il devient plus aqueux, moins lubrifiant. Ça augmente la friction. Le vieillissement révèle vraiment la nature mathématique de la maladie. Au final, l'éthiopathogénie, c'est que la somme des microtraumatismes répétitifs cumulés sur des années. Oui, c'est une équation. Quand la vitesse de destruction cellulaire quotidienne finit par dépasser de façon permanente la capacité de réparation du corps, l'ostéoarthrite chronique s'installe définitivement. En résumé, la biologie cellulaire nous impose une sorte de syndrome de boucle d'or impitoyable. Boucle d'or impitoyable. Ouais, tu sais, trop de mouvements sur des tissus immatures, ça les fracture, mais l'absence totale de mouvement, ça asphyxie le cartilage en stoppant l'effet d'éponge. Il faut que ce soit juste ce qu'il faut. C'est une excellente façon de le résumer. Il faut une quantité de stress mécanique qui soit exactement la bonne.
ni trop forte, ni inexistante, pour maintenir cet équilibre précaire. C'est une danse sur un fil de rasoir. Une danse qui définit la vie organique elle-même. Ouais. Eh bien, ce parcours à travers nos sources nous ramène à notre point de départ, mais avec une vision totalement transformée. C'est clair. Ce grand mot d'éthiopathogénie a complètement perdu son mystère. C'est plus du tout un concept abstrait réservé aux spécialistes. C'est l'histoire dramatique, mais super logique, d'une structure biologique luttant contre la physique. Et que la cause initiale soit un os désaxé, un amortisseur corrompu par un sabot défectueux ou l'usure fatale liée à l'immobilité, le chemin est le même. Toujours le même, le transfert d'une force physique invisible qui finit par altérer le métabolisme d'une cellule solitaire, provoquant sa destruction. C'est vrai que l'utilisation du cheval comme modèle biomécanique pour comprendre ça, c'est d'une richesse inouïe. Ça rend vraiment l'invisible visible. Mais toute cette analyse m'amène quand même à une réflexion finale assez troublante. Ah, je t'écoute. Si on applique ces lois à notre propre réalité, on a vu que des créatures d'une puissance musculaire phénoménale, forgées par l'évolution pour le mouvement, voient leur cartilage dégénérer tragiquement dès qu'on les prive du pompage de la marche. Oui, leur chondrocyte meurt de faim sans cet effet d'éponge. Eh bien, si on transpose cette loi absolue de la biologie, que se passe-t-il exactement dans l'anatomie de l'humain moderne ? Oh purée. L'immense majorité d'entre nous passe désormais près de 8 heures par jour, figés, assis sur une chaise de bureau. Souvent dans une posture biomécanique désastreuse en plus, avec le dos voûté, le bassin asymétrique. Nos propres cartilages, nos disques intervertébraux, possèdent la même physiologie avasculaire. Ils ont ce même besoin d'être écrasés et relâchés par la marche pour aspirer leurs nutriments. On s'affame nous-mêmes en fait. En restant totalement immobiles devant nos écrans, ne sommes-nous pas collectivement et silencieusement en train d'affamer nos propres éponges articulaires? On est peut-être en train de créer de toutes pièces notre propre éthiopathogénie de l'immobilisation. C'est une pensée véritablement vertigineuse. On se croit en sécurité, au repos, bien confortablement installé, à l'abri des blessures sportives. Alors qu'en réalité, ce confort immobile est un état de stress biomécanique intense. Ça assèche nos articulations heure après heure. On s'autodétruit doucement par manque de compression. Je pense que plus personne ne regardera sa chaise de bureau de la même manière après avoir entendu ça. C'est sur cette prise de conscience assez inconfortable, mais nécessaire, que s'achève notre analyse profonde d'aujourd'hui. Absolument. La prochaine fois qu'une douleur articulaire apparaîtra ou qu'une radio révélera des dégâts, rappelons-nous de toute cette chaîne invisible d'événements qui l'a précédée. La maladie commence des années avant le premier symptôme. Un immense merci à notre auditoire d'avoir plongé au cœur des mécanismes fascinants de la pathologie avec nous. L'essentiel, pour survivre à la physique, c'est de rester en mouvement. À la prochaine!